Bonjour tous. Alors voilà, je vous présente cet aménagement qui date maintenant un peu, hein, puisqu'il a un quart de siècle d'histoire. En fait, il faut savoir que le Crapaud-Duc de Sorgues, c'est un aménagement qui est sans doute, ça doit être le 12e ou le 13e aménagement en France de ce type-là, en fait. Voilà, c'était au tout début on aménageait en fait ce type de dispositifs pour le passage à faune. Voilà. Alors, bon, très rapidement, voilà, une nécessité pour les amphibiens de migrer. Donc cette migration, elle a lieu à partir fin d'hiver. Ça commence déjà au mois de janvier, même des fois. Hein. C'est très dépendant de la météo. Et ça s'étale grosso modo jusqu'au mois d'avril pour la migration allée, hein, c'est-à-dire que les animaux vont du milieu forestier et descendent dans des mares ou enfin, des étangs et tout pour se reproduire. Et puis ensuite, il y a une migration au retour qui est un petit peu plus étalée, qui peut s'étaler jusque dans l'été. Voilà. Et donc, au cours de ces migrations, ils peuvent traverser des routes où, malheureusement, il y a aussi des voitures qui passent. Donc là, le site en question, c'est vraiment en bordure sud-est de la forêt de Fontainebleau, où en fait, en 1991, il y a eu le constat d'une mortalité importante de batraciens au niveau de la route, la départementale 104, là, à Sorgues, qui est située à Montigny-sur-Loing, à proximité de Moret, hein, Moret-sur-Loing, vous connaissez peut-être mieux. Et il y a eu un constat de plus de 2000 individus écrasés sur juste une portion de 400 mètres de route. Donc l'année suivante, c'est un constat qui a été fait par une association locale. Hein. Donc l'année suivante, et dans les 4 années qui ont suivi d'ailleurs, il a été mis en place un dispositif provisoire, maintenant qui devient un peu classique, mais à l'origine c'était pas si classique que ça. C'était de mettre un rideau de planche, hein, et avec des pots pièges répartis de chaque côté de la route sur 400 mètres de long. Donc le principe, hein, les animaux migrent, butent sur le rideau de planche, et longent le rideau de planche, tombent dans le pot. Voilà. Et il y a des personnes, des bénévoles, qui, tous les matins, font traverser les animaux, les comptent, identifient les espèces, etc. Voilà, donc ce ramassage fait par des bénévoles. Il faut le souligner, c'est pas toujours évident. Parce que c'est par tous les temps qu'il neige, parce que bon, même si quand ça gèle, on ramasse pas beaucoup d'animaux, mais voilà. Et c'est surtout quand il pleut qu'on en ramasse. Et en fait, c'est surtout quand les nuits humides et relativement douces, c'est-à-dire à partir de 10-12 degrés, vous pouvez avoir des passages de plusieurs centaines, voire milliers d'amphibiens en une seule nuit. Donc, excusez-moi, je reviens sur la diapo précédente juste pour dire qu'en parallèle de ces aménagements-là, le département qui a participé aussi à ces aménagements provisoires, avec l'aide aussi à l'époque ce qui s'appelait la Maison de l'Environnement et qui est devenu ensuite Seine-et-Marne Environnement. Mais il y a eu un travail aussi qui a été fait avec l'État pour préserver et mettre en place un arrêté de protection de biotope sur la zone où venaient pondre les amphibiens. Et en parallèle de ça aussi, le département a créé un périmètre de promotion au titre des espaces naturels sensibles en vue d'acquérir toute la zone de ponte des amphibiens qui est située donc... Là, vous voyez, maintenant, il y a marqué espace naturel sensible Plaine de Sorgues. Le site a été finalement acquis très rapidement derrière par le département au titre de sa politique espace naturel sensible, sur un site qui était en fait des anciennes carrières, des gravières et tout ça. Et c'est dans ces gravières que venaient pondre les amphibiens. Donc, suite à ces essais
enfin, ces dispositifs provisoires, pendant 4 ans, ça nous a permis de voir où étaient les passages privilégiés des amphibiens. Ils ne passaient pas d'une manière uniforme sur les 400 mètres de route. Et donc, on a aussi travaillé sur l'élaboration d'aménagement d'un crapauduc, un dispositif définitif. Et donc, qui a consisté à la pose de murets en bois, qui sont permanents, sur 400 mètres de long, de chaque côté de la route, et puis 4 passages souterrains qui ont été mis aux endroits de passage privilégiés par les amphibiens. Alors, donc cet aménagement a été fait en janvier 1996, donc juste avant la migration. C'était un peu limite, mais on a réussi à le faire juste avant. Pour un coût, à l'époque, bon, c'était en francs, 650 000 francs, ce qui fait à peu près 100 000 €. Donc voilà, je rentre un petit peu dans le détail de la constitution des murets. Hein. Donc c'est en fait c'est des murets en bois. C'est 4 bastins, 4 hauteurs de bastins hein, qui ont été installés, dont le premier est enterré, pour éviter que des animaux puissent passer un peu en dessous. Voilà. Au niveau des passages souterrains, donc les 4 passages souterrains, donc c'est ce qui est quand même l'aménagement le plus important, le plus lourd à faire, parce que c'est passage sous la route. Donc c'est une route qui fait 6 mètres de large, et il y avait des accotements de 2,50 m de chaque côté, avec une problématique de réseau de fibre optique qui était enterré sous le bas-côté. Donc il fallait que la canalisation, elle passe ou en dessous de ces réseaux, ou au-dessus. Mais il n'était en aucun cas possible de couper ces réseaux, quoi. Bon, finalement, la solution a été de passer au-dessus et d'aménager des... En fait, ce n'est pas des canalisations qui sont circulaires, ce n'est pas des tubes. Qu'est-ce qui nous a amené à prendre plutôt ce dispositif de faire des cadres rectangulaires? C'était à la fois justement la présence de ces réseaux, et il fallait passer au-dessus. Si on prenait des grosses buses larges, ce n'était pas possible. Et il y avait aussi, je crois que c'était, il me semble que c'était en Suisse, ils avaient remarqué qu'en fait, dans les buses rondes, les crapauds avaient tendance à remonter sur les côtés des buses et y rester. Et à rester dans les buses et en fait pas les prendre dans le sens de la longueur. Bon, voilà, il y a des comportements des fois. Donc on s'est dit, bon, on va rester sur on va pas prendre de risque, on va rester sur ce cadre rectangulaire. Voilà, donc bon, en gros, il y a eu des cadres béton préfabriqués, à peu près d'une hauteur de 60 cm, enfin à l'intérieur, 60 cm de haut et 1 mètre de large. Alors, je vous montre un peu quelques photos de voilà, ce que ça donne. Les murets en béton, pas en béton, en bois, pardon. Donc, vous voyez, ça fait maintenant 21 ans qu'ils sont en place et bon, ça tient. Petite anecdote aussi, parce qu'on a eu quelques remarques par rapport au prix que ça avait pu coûter. Certes, ça a pu coûter, on peut trouver que ça coûte cher. Je pense que ça a sauvé une vie au moins. Parce qu'une fois, il y a eu un accident, une femme qui emmenait son enfant à l'école, qui a perdu le contrôle de son véhicule. Et en fait, la voiture s'est retrouvée à cheval sur la barrière bois et ça l'a arrêtée. Et s'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'elle se prenait un arbre en plein. Bon, voilà, c'est usage annexe des crapauducs. Voilà les cadres métalliques et les entrées de ces crapauducs. Et puis voilà monsieur et madame. Je vous laisse l'appréciation de voir qui fait le travail dans la migration. Donc, en 96, on n'a rien pu faire dans l'immédiat juste après l'aménagement, mais dans l'année qui a suivi, dès 97, on a voulu savoir quelle était l'efficacité de ce dispositif. Et donc on a mis un petit piège à la sortie de la canalisation
pour piéger les crapauds et juste pouvoir les compter. Après, donc, tous les matins, on venait, on les sortait, on les comptait pour voir si c'était combien enfin, si le dispositif est efficace ou pas. Voilà. Et donc on a fait ça uniquement évidemment dans le côté, dans le sens migration-allée. Et donc voilà, alors les premiers résultats après l'aménagement, donc comme je vous ai dit, les premières années, la moyenne des effectifs était de à peu près 4000 batraciens qui étaient comptés chaque année, donc avec une traversée manuelle évidemment. Constitué essentiellement de crapauds communs, il y avait très peu de grenouilles, exceptionnellement des tritons. Donc comme j'ai dit, en 1996, pas de comptage lors de la mise en place. Et de 1997 à 2003, il y a eu une évolution assez régulière des effectifs. Donc on est parti les premières années de 800 individus, alors qu'on était à 4000 avant. On peut se dire, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, dans toutes les expériences passées des dispositifs qu'il y avait eu avant, tout le monde avait constaté en fait une baisse. Lors de l'aménagement, les premières années, il y a une baisse. L'interprétation, on pourra en discuter, c'est variable. Bon. Sauf que, voilà, assez rapidement, au bout de 2-3 ans, on récupère le chiffre des 4000, et puis ensuite, on l'a dépassé largement, puisqu'on a plus que doublé les effectifs des crapauds qui passaient. Après, ça a beaucoup évolué. Parce qu'au cours de ces années, finalement, on a constaté aussi qu'il y avait de plus en plus d'animaux qui passaient au-delà du dispositif. Et aussi une diversification des espèces, c'est-à-dire qu'il y a eu des années où on a eu pas mal de tritons, on en a eu jusqu'à 1000 une année, que ce soit des tritons palmés ou ponctués, et puis pas mal de grenouilles agiles aussi. Donc, comme le dispositif, comme les animaux avaient tendance à passer un petit peu plus loin, on a décidé, dès 2000, de prolonger le dispositif fixe avec un dispositif temporaire, et cette fois-ci constitué de bâches plastiques, type bâche à camion, vous voyez, enfin, avec toujours pareil le système avec les trous de récupération. Donc ça, on l'a prolongé les premières années sur 350 mètres, et puis ensuite sur 550 mètres. Alors, toute la problématique est de savoir pourquoi tout ça. Donc on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que le déplacement, l'étalement du couloir de migration, est-ce qu'il c'est dû à l'aménagement du crapauduc en tant que tel? Possible. Est-ce que c'est dû à la modification des milieux, c'est-à-dire les milieux dans lesquels ils venaient pondre, en fait, aussi ont évolué? Il y a eu des années de sécheresse qui ont asséché certains étangs, qui se sont reboisés. Enfin bon, il y a eu tout un tas de modifications des étangs dans lesquels ils venaient pondre. Et donc la capacité d'accueil des étangs, selon les niveaux de la nappe alluviale et puis le développement de la végétation aquatique, a vraiment contribué à modifier ces milieux. Et finalement, les zones de ponte où ils venaient pondre se sont aussi décalées dans toute la plaine de Sorque. Voilà, donc pour ça je mettais aussi une évolution naturelle de la zone après exploitation des carrières, c'est aussi possible à prendre en compte. Pourquoi aussi on a eu le développement des grenouilles agiles alors qu'au départ elles étaient quasi inexistantes dans les premiers constats, les premiers passages. Et puis il y a peut-être aussi d'autres facteurs, comme par exemple le développement des écrevisses de Louisiane, qui sont quand même prédatrices des pontes, des amphibiens. Et il y en a pas mal. Alors là, sur cette diapo, là, sur la photo aérienne, en fait, je vous ai réindiqué, donc on voit l'essentiel de la plaine de Sorque, et notamment tous les étangs sur lesquels ils viennent pondre. Et je vous ai indiqué par des flèches rouges, là, les sens de migration. C'est-à-dire qu'actuellement, on constate qu'en fait, il y a des animaux qui migrent de tout Au départ, c'était concentré sur la portion jaune, là, sur le plan. Maintenant, en fait, la migration, elle est quasi sur toute la périphérie.
On a pu observer les axes de migration en y allant tout simplement, en constatant le soir, au printemps, vous allez au mois de mars, comme je vous disais, une nuit un peu chaude et humide, et ben vous avez des crapauds partout, des grenouilles partout, il faut faire attention de ne pas marcher dessus, et vous pouvez constater comme ça dans quel axe de migration ils prennent. Et ce qui pose le plus de soucis finalement maintenant, c'est que, vous voyez là, on aperçoit la route là, et en fait la route qui va vers Moret, l'axe de migration il est presque parallèle à la route, ce qui fait que bon, c'est difficile de constituer un obstacle. Donc, on ne pourra pas prolonger les crapaudiers plus loin, de toute façon. Et puis, c'est quand même un problème, parce que les amphibiens prennent l'axe de la route, quoi. Et donc, il y a forcément qu'ils se font écraser. Et puis, voilà, donc on a certainement aussi des amphibiens qu'on ne compte pas, tout simplement, parce qu'ils ne traversent pas la route. Donc, il y a quand même une reproduction de ces amphibiens-là qui viennent pondre sur la plaine de Sorques, mais quelque part, on n'en a pas la comptabilité, quoi. Là, je vous montre juste le dispositif, quelques photos avec le dispositif mobile, hein, avec la bâche, les pots pièges. Dans le pot, on met une espèce de petit abri en bois, c'est juste pour que les animaux puissent se réfugier dessous pour éviter qu'ils soient prédatés, par exemple par des corneilles, voilà, enfin, qu'ils soient un peu trop visibles, qu'ils puissent se planquer le temps qu'on vienne les rechercher le matin. Et puis voilà quelques données sur les effectifs qui ont été capturés en migration prénuptiale, sachant qu'en 2011, hein, on a arrêté le comptage à la sortie du dispositif fixe. Parce qu'on s'est dit, bon, on les laisse tranquilles un peu quand même. Donc c'est aussi des animaux qui ne sont plus comptabilisés. Puis il y a un gros pic, vous voyez, en 2015, il y a eu tout d'un coup 15 000 grenouilles agiles, je ne sais pas d'où elles sont venues, mais bon. Puis on s'est dit, les années suivantes, ça va être pareil. Ben non, en fait, on est retombé sur des chiffres un peu plus ordinaires, on va dire. Donc il y a beaucoup de variables. Enfin, c'est difficile de donner des conclusions. Enfin, moi, je serais très prudent, en tout cas. Voilà. Et donc, l'histoire n'est pas finie, hein, ça continue. On se pose des questions, savoir si on prolonge le dispositif fixe. C'est-à-dire que tout ce qu'on met annuellement, un dispositif provisoire, est-ce qu'on le remplace par un dispositif fixe? Ça nécessite 10 passages souterrains supplémentaires, prolongement des murets sur 500 mètres, voilà, avec un coût estimé de 200 000 euros. Donc c'est pas encore, voilà, ce projet n'est pas encore décidé. Il y a aussi éventuellement, si on ne fait pas ça, c'est aussi le projet de fermer temporairement la route la nuit. Sauf que c'est une route qui est quand même pas... Sur une période définie, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr, oui. Voire même, on pourrait se dire, on les ferme que les nuits, les nuits où il va faire 2 degrés, c'est même pas la peine, on peut laisser ouvert. Mais bon, ça demande une gestion un peu particulière. Bon. Ou sinon, c'est continuer ce qu'on fait actuellement. Mais ça a un coût aussi, en termes un coût humain, hein, monopoliser à la fois des agents du département qui font ça dans la semaine, mais aussi des bénévoles qui font ça, qui nous relaient le week-end. Voilà. Merci.